proposer à Marjorie de François de Clean Energy Planet de venir me rejoindre. Et on va parler du vélo électrique en libre service dans les villes. On va redescendre un petit peu plus au sud. Ouais. Et on va remonter. Alors Marjorie, est-ce que tu peux te rapidement présenter et nous présenter ton entreprise? Bonjour à tous, je m'appelle Marjorie François, je suis ingénieure développement et aussi responsable d'exploitation pour la société Clean Energy Planet. C'est une société qui a été créée en 2006 par Madame Secler et Monsieur Gauthéry. Au départ, ils importaient des scooters et des vélos électriques et lorsqu'ils revenaient voir les collectivités et les entreprises, on leur disait ça marche pas, c'est pas chargé, c'est difficile de prendre un vélo, c'est pas fonctionnel. Alors ils se sont dit il faut qu'on crée un produit qui permet vraiment de faciliter la mise à disposition de vélos électriques en libre service, en interne ou pour le grand public. Et c'est pour ça qu'en 2008, ils ont créé un système qui verrouille et recharge automatiquement le deux roues électrique. Depuis, on travaille énormément avec différents partenaires technologiques qui nous ont permis de développer d'autres produits tels que la station qui permet à la fois de recharger le vélo électrique et le scooter électrique, également des stations autonomes solaires, mais aussi tout ce qui est maintenant pilotage des bornes de charge voiture, puisque en fait on veut vraiment proposer une solution qui propose différents modes de transport pour les collectivités et les entreprises. Donc Clean Energy Planet a fait plusieurs expérimentations de vélo à Monaco, au Luxembourg, en Andorre, à Sofia aussi. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Alors, concernant Sofia Antipolis, c'était suite à un appel à projet de la région PACA en 2010, où l'objectif était d'analyser le comportement des étudiants vis-à-vis de leur mode de déplacement. Donc on avait proposé 20 vélos électriques en libre service pour les étudiants et les professeurs. Le service était accessible avec une carte prépayée, un pass Gringo. Ce qu'il en est ressorti au bout de 2 ans d'expérimentation, qui au départ avait commencé par tout ce qui était un plan de déplacement, puis après l'analyse comportementale, c'est que les usagers, les étudiants avaient fortement apprécié d'utiliser les vélos électriques. Au départ, lorsqu'on les questionnait à savoir est-ce que vous seriez intéressé à utiliser les vélos électriques, ils répondaient non, c'est fatigant, j'ai peur, il n'y a pas beaucoup de pistes cyclables sur Sofia Antipolis. Pour ceux qui connaissent le bassin de Sofia Antipolis, il y a énormément de voitures ou autres. Et suite à cette implantation, qu'on a créé des animations autour du vélo électrique, lorsqu'on leur reposait la question est-ce que vous serez toujours partant ou non d'utiliser le vélo électrique, le premier frein cognitif de la sécurité n'apparaissait plus. La réponse était on aimerait bien utiliser les vélos électriques, mais il n'y a pas assez d'infrastructures de recharge. Il n'y a pas assez de vélos électriques en libre service qui nous permettent de mailler toute la zone et tous les endroits où l'on va. Ensuite, concernant Andorre, c'était une expérimentation qui s'est déroulée cet été en 2014, où il y avait sur 2 paroisses de la principauté 16 vélos électriques en libre service, répartis sur 2 stations. L'objectif était de proposer, d'initier en fait une démarche de vélo électrique en libre service pour le grand public, mais aussi toucher les touristes. Et ce service était géré par la société Pédaland, qui également proposait un système de carte prépayée. On avait aussi mis en avant-première une borne de charge voiture, c'est-à-dire que l'usager pouvait prendre soit un vélo électrique ou alors il avait à disposition aussi une borne de recharge de voiture électrique. Et quant au Luxembourg, en fait, en 2013, 5 communes du Luxembourg se sont regroupées dans le cadre d'un projet européen pour proposer, en fait, ce qui est très intéressant justement, c'est des vélos électriques, mais aussi des voitures électriques en libre service. Donc il y a 15 véhicules électriques et 24 vélos électriques qui sont répartis sur 7 stations et 5 communes. Et l'objectif, c'est de montrer qu'il est possible de proposer une offre d'électromobilité au sein du Luxembourg. Et l'autre objectif, c'est justement de dupliquer sur le reste du territoire ces solutions-là. Donc c'était pareil, toujours le même principe avec un système de cartes prépayées. Et là, ils sont maintenant aussi en train de travailler avec des développements d'appli, puisque au départ, la cible, c'était les citoyens du Luxembourg. Et là, maintenant, ils veulent du coup que les touristes aussi utilisent les vélos électriques, les voitures électriques. Donc ils sont en train de développer des applis avec des circuits découvertes pour pouvoir découvrir le territoire.
à vélo ou à voiture électrique. Alors justement, Monaco, Luxembourg et Andorre, ce sont des territoires particuliers, montagneux, collinaires. Oui. Justement, est-ce que c'est ça qui arrive à faire rentrer quelque part une énergie planète du fait de son savoir-faire autour des véhicules électriques? Alors, la topographie joue énormément pour le choix entre un vélo électrique et un vélo. Hein. Ça rejoint ce que disait tout à l'heure justement Christophe sur peut-être le fait que les vélos électriques n'ont pas bien fonctionné sur Copenhague. L'autre avantage, c'est que justement, nous sommes une société française et nous concevons notre produit. Donc, on fait vraiment un produit à la carte. Notre devise, c'est adapter le produit en fonction des besoins du client et des usagers, et surtout pas que ce soit les usagers qui doivent s'adapter à notre produit. Donc c'est un atout, et puis bon, depuis 2006 on travaille sur la mobilité, donc on commence maintenant aussi à avoir une expertise, ce qui nous permet d'accompagner aussi les entreprises et les collectivités dans leurs projets, et ne pas juste livrer un produit. On est aussi en réflexion à faire aussi une cohérence entre les autres transports existants pour pouvoir faire des maillages, et certaines fois d'ailleurs, si le vélo électrique n'est pas nécessaire, on ne va pas imposer un vélo électrique, puisque notre système peut aussi s'adapter sur des vélos normaux. Il n'y aura que le verrouillage, mais il n'y aura pas l'affichage. Donc justement, à part cette remise-là, quel autre type de ville vous vous adressez? Alors, au niveau des villes, on n'a pas de contraintes, puisque comme je le disais, vu qu'on adapte notre produit en fonction des besoins, donc on peut aussi bien faire du libre-service comme des solutions beaucoup moins innovantes en usage interne. Actuellement, on a plus d'une quarantaine de stations installées, réparties en France et à l'international, avec deux types d'usages. L'usage en interne pour les mairies et les entreprises pour leurs salariés, pour faire du domicile-travail ou faire des déplacements intersites. Et après, nous avons aussi du libre-service grand public, comme sur Monaco, d'ailleurs, j'ai pas parlé, maintenant il y a 11 stations, on vient d'en installer une 11e il y a 2 jours, qui a aussi un maillage avec les bus. Luxembourg ou autre, et là c'est plus sur l'international pour l'instant le libre-service grand public. Donc on n'a pas de contraintes au niveau des périmètres. La seule chose c'est, grâce à notre expertise, on voit le bien fondé d'une implantation ou non du vélo en libre-service, qu'il soit électrique ou non, en plus des transports existants. Alors justement, comment est-ce que vous travaillez avec les villes? Quelle est finalement la méthode pour aborder la question du vélo et peut-être espérer leur fournir une station, plusieurs stations? Alors nous déjà on fait énormément de... Parce que notre objectif c'est que on est jeune entreprise innovante, donc on essaie de garder vraiment notre avancée technologique par rapport à la concurrence. Donc déjà on fait énormément de veille technologique, ce qui fait qu'en faisant des veilles technologiques, ça nous permet aussi de suivre ce qui se passe au niveau de la cyclabilité dans les villes, les projets qui sont en cours d'émergence ou en cours de réflexion. Donc on fait aussi bien entendu, comme toute entreprise, des alertes au niveau des appels d'offres, tout ça. Donc on essaye vraiment de venir en amont des projets, vraiment pour presque créer le cahier des charges avec les collectivités, les entreprises. Grâce à notre expertise, on fait vraiment un diagnostic de l'existant et on leur préconise des solutions qui pourraient résoudre certains de leurs problèmes. Le vélo ne résout pas tout, mais c'est vraiment un mode de déplacement complémentaire aux autres modes existants. Et bien entendu, c'est très important aussi de pouvoir faire des maillages avec les infrastructures existantes. Par exemple, on a fait une expérimentation sur Grenoble où une station était mutualisée avec différentes entreprises. Donc c'était dans un bâtiment où chaque étage c'est des entreprises différentes. Suite à l'expérimentation, en fait, ça n'a pas donné suite parce que le problème qu'il y avait, c'était la mésentente entre les différentes entreprises. Elles voulaient tous que la station, en fait, elles voulaient mutualiser les coûts, mais elles voulaient toutes que la station leur appartienne, les vélos leur appartiennent. Et ce qui fait qu'à un moment, certaines disaient attendez, moi je paye quand même tant par mois, j'aimerais du coup que les vélos soient tout le temps disponibles pour mes salariés, mais ça ne peut pas être le cas, parce que si on mutualise la solution, il faut bien que... Voilà. Donc c'est ça aussi l'avantage, c'est que vu qu'on est fabricant, on propose ce qu'on appelle des packages expérimentation, c'est-à-dire c'est des locations sur 3 à 6 mois, qui permettent vraiment de tester le produit, qui permettent in situ de savoir si il va avoir
une chance d'aboutir. Il y a toute une analyse de l'utilisation, puisque derrière on a tout un logiciel qui nous permet de savoir le nombre de kilomètres parcourus, qui a pris le vélo, etc. Et toutes ces données, avec des animations autour de cette implantation, permettent justement aux collectivités, entreprises de savoir si par la suite il faut investir ou non. Donc c'est vraiment fortement apprécié cette partie expérimentation, puisqu'on est quand même, on s'est rendu compte que les entreprises et les collectivités sont parfois un peu attentistes et attendent que la commune d'à côté ou l'entreprise d'à côté fasse le premier pas. Donc l'expérimentation, ça permet justement de lever, voilà, et de lever ce frein-là, puisqu'ils peuvent tester sans forcément partir sur un investissement. Ok. Donc concernant la solution que Clean Energy Planet fournit, donc il y a les vélos, les stations de recharge, la solution informatique de gestion des stations, ce reporting, cette maintenance. Donc concrètement, comment ça marche pour l'utilisateur et pour le concessionnaire qui gère les stations? Alors après, il y a deux types de gestion. Il y a la gestion en interne, comme je vous disais, les vélos qui sont mis à disposition pour les salariés et les collectivités. En règle générale, dans les mairies, ce sont les services du parc automobile qui gèrent les vélos électriques. Donc là, lorsqu'on arrive, on installe les stations, on forme bien entendu au logiciel de gestion. Soit la mairie a la compétence en interne pour faire la maintenance des vélos, dans ce cas, celle qu'il fait. Celle là-bas, on propose des formations. Et dans le cas contraire, certaines fois, elle ne veut pas du tout prendre en charge cette maintenance. Et là, il y a des contrats de sous-traitance qui sont faits avec, soit c'est nous qui nous déplaçons si on est juste à côté, sinon on travaille avec des revendeurs locaux que l'on a formés. Donc ça fait aussi marcher l'économie du coup de la ville. Et pour la deuxième catégorie, c'est-à-dire là vraiment les gestionnaires de libre-service grand public, comme par exemple la compagnie des autobus de Monaco pour les vélos électriques sur Monaco, ou Pédalant à Andorre, ou CityMob au Luxembourg. Là, en fait, le gestionnaire est formé à l'utilisation du logiciel. Et 99% du temps, il est totalement autonome puisqu'il a ses propres services de maintenance derrière. Mais on est toujours, nous aussi, derrière en backup. S'il y a un problème au niveau informatique ou autre, on fait de la télémaintenance. Et pareil, s'il y a une panne sur un vélo électrique qui n'arrive pas à le faire, on est toujours là pour les soutenir. L'objectif, c'est que lorsqu'ils arrivent, on a créé un produit qui est facile d'utilisation. Donc il faut aussi qu'il soit facile de fonctionnement et au niveau de la maintenance ou autre. Donc on facilite le plus possible le produit, ce qui fait que lorsque l'on part, il est fonctionnel et les gens, les opérateurs sont opérationnels derrière. Et après, il y a tout aussi des actions qui sont mises en place sur le produit pour justement faciliter les opérateurs, tels que les usagers, lorsqu'ils reviennent de leur tour de vélo, s'ils ont un problème, ils peuvent signaler un incident sur le totem et le gestionnaire va recevoir un email. Donc ça facilite aussi énormément la maintenance. Et également par l'extranet, ça permet aussi de voir s'il y a des stations vides, stations pleines, ce que l'usager aussi peut signaler, final, et ça permet aussi de faciliter de dispatcher les vélos. Contrairement au Vélib, l'avantage c'est justement de l'assistance électrique, c'est qu'il n'y a pas cette problématique des stations qui sont plus ou moins en haut des collines, d'être tout le temps vides parce que les gens le matin les prennent, font tout en descente et jamais les vélos ne sont ramenés. Grâce à l'assistance justement, il n'y a pas cette problématique-là. Il y a plus des problématiques de pic d'utilisation suivant le lieu d'implantation, si c'est vers une gare ou autre, et là c'est avec la connexion avec les autres moyens de transport. D'accord. Donc lorsqu'une ville va avoir fait son expérimentation, qu'elle va commander des stations de vélo électriques, sous quel délai finalement elle peut espérer être livrée? Est-ce que si on part à l'étranger, enfin si vous travaillez à l'étranger, est-ce que c'est plus long pour livrer? Comment vous gérez donc, toute la livraison, voilà, comment ça se passe? Alors, il faut compter à peu près, suivant le stock des pièces disponibles, 6 à 8 semaines, puisqu'en fait c'est nous qui assemblons et fabriquons les stations dans les ateliers. Les vélos électriques, on travaille avec des fournisseurs français qui ont un cahier des charges spécifique pour faire vraiment des vélos électriques en libre service qui sont acceptés dans nos stations. Après, le délai aussi varie en fonction du lieu d'exportation, parce que par exemple, l'île de la Réunion, il a fallu rajouter 4 à 5 semaines de transport maritime par bateau. Donc ça joue aussi beaucoup sur le délai. On travaille aussi énormément en intelligence, c'est-à-dire qu'aussi
Par exemple, pour Andorre, ce que l'on a fait, c'est qu'on avait fabriqué à moitié les stations. On avait fait la partie la plus difficile et on a envoyé les stations sur place. Et on avait un service technique, des agents techniques qui étaient sur place qui finissaient l'assemblage pour justement limiter ce délai-là et pouvoir commencer à faire des petites implantations réparties sur 15 jours, 3 semaines plutôt qu'on arrive une seule fois et qu'on installe tout, faire des petites implantations. Donc après, au niveau comment on fonctionne, on n'a aucune contrainte. Tout dépend après des moyens de transport pour pouvoir exporter. Et la seule peut-être éventuellement contrainte, c'est au niveau de la réglementation. Quand par exemple on travaille avec Londres, où en France le vélo électrique est limité à 250 watts, le moteur, à Londres c'est 200 watts. Donc c'est plutôt souvent une adaptation de notre produit suivant la réglementation du pays qui peut être plus ou moins désavantageux. Et puis nous, notre spécialité, c'est les bandes de recharge. Donc ça nous arrive aussi, pour des pays étrangers, de travailler déjà avec des fabricants de vélos électriques qui sont déjà sur place et on adapte en fait leurs vélos sur nos stations. Puisque nous, notre cœur de métier, c'est les bornes. Le vélo, derrière, c'est un accessoire et surtout, on préfère utiliser le vélo qui va être adapté vraiment en fonction de la typographie du lieu. Donc si demain le vélo qui est sur place est technologiquement plus approprié que nos vélos, on ne va pas imposer nos vélos. Donc une véritable souplesse. En termes de prix, donc une ville qui voudrait s'équiper, donc quel est votre positionnement globalement et quels services associés vous apportez outre la station? Donc en fait, les produits, on a différentes gammes de produits qui varient énormément au niveau de l'innovation technologique. Il faut compter à peu près 3 à 7 euros par jour par vélo, suivant en fait justement les différentes prestations associées avec. Derrière, s'il y a de la maintenance informatique, la maintenance des vélos, la gestion du service. Voilà, donc le coût varie pour cela. Là-dessus. Par contre, je peux vous donner des exemples très concrets. La mairie de Fontenay-sous-Bois a mis 23 vélos électriques en libre service en interne. Ils ont retiré en 2 ans et demi 8 voitures thermiques de leur parc. Ce qui fait qu'ils ont économisé tous les mois, 4 300 euros, plus tous les bénéfices environnementaux et sociétaux. Puisque comme c'était dit à La Rochelle, ou même dans les films qu'a passé tout à l'heure Christophe, on s'est rendu compte que les personnes qui venaient à vélo au travail, donc moins d'absentéisme, moins de personnes malades, etc. Et aussi un autre chiffre qui est aussi très intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte aussi que grâce au vélo électrique, ça augmente aussi énormément le covoiturage. Et du coup, il y a une entreprise qui est basée sur la région parisienne qui a mis une station de 8 vélos électriques en libre service. Et grâce aux voitures électriques, grâce aux vélos électriques, en fait, elles ont pu récupérer 2 places de parking, puisqu'en fait, des gens se sont engagés à covoiturer à côté. Et vu le foncier, le coût du foncier, 2 places de parking, c'est très important pour eux, puisque du coup, ils ont pu les basculer pour les visiteurs. Parce qu'ils avaient une problématique aussi, c'était d'accueil de leurs visiteurs sur l'entreprise. Ce qui fait qu'ils allaient plus souvent voir les clients venaient les voir. Et ce qui fait que là maintenant les clients viennent les voir, ils se sont rendus compte que du coup ils signaient plus facilement les contrats et aussi gain de temps et gain financier parce qu'il y avait moins de déplacements de leur entreprise vers les clients. Donc il y a vraiment un retour sur investissement à plus ou moins long terme, bien entendu, de l'implantation des vélos électriques libre service. Ok, donc Clean Energy Planet travaille avec LIM concernant l'organisation des tours vélos environnementaux et patrimoniaux. Selon vous, qu'est-ce que c'est justement l'intérêt de ce type d'action pour l'attractivité de la ville et pour le vélo électrique? En fait, pour nous, c'est très important de lever tous les freins comportementaux, cognitifs à l'utilisation du vélo, comme par exemple, il n'y a pas assez de pistes cyclables, donc on a peur, ou alors c'est fatigant, niveau météo, il fait froid, c'est pas pratique, etc. Donc le concept développé par Ladies in Mobility, c'est vraiment de rendre ludique le vélo. Et c'est vrai qu'on dit souvent, il y a l'adage, l'essayer c'est l'adopter. Et je trouve que créer des balades thématiques autour du vélo électrique comme ce que vous proposez, c'est vraiment
très intéressant parce qu'en plus de ça, c'est fait en groupe. Donc du coup, on lève cette notion d'insécurité. Et puis aussi, il faut savoir que le vélo électrique, vous êtes rapidement à une vitesse assez élevée et du coup, vous êtes quand même plus facilement inséré dans la vitesse de circulation des automobilistes. Et l'autre avantage aussi de suivant la technologie des vélos, comme là les vélos électriques que nous proposons, c'est la transmission cadence, c'est-à-dire aussi vous n'avez plus le risque de dérailler, donc à n'importe quel moment vous pouvez changer de vitesse, donc c'est vraiment plus facile aussi pour pouvoir se réinsérer dans la circulation. Et c'est vrai que pour nous, c'est très important de sensibiliser les personnes à la mobilité douce, et ce que propose Valim, c'est tout à fait notre devise et notre concept, et pour nous c'est un partenaire vraiment très intéressant pour pouvoir montrer qu'il est facile de faire du vélo électrique, quelle que soit la tenue, en jupe, en costume ou autre. Et d'ailleurs, il y a un tour qui est prévu cet après-midi. Donc toi, Marjorie, qui est une spécialiste du vélo donc, dans ton univers personnel et professionnel, justement, quelles seraient les plus des villes qu'elles pourraient apporter pour encourager leur population à pédaler? Je sais plus qui disait, il y avait une chanson qui disait à vélo on dépasse les autos. Donc c'est vrai que de forte, il y a de nombreuses études qui ont été faites qu'à vélo électrique, du moins à vélo ou vélo dans des vélos électriques, à 2 roues, on est beaucoup plus rapide que les voitures et même parfois les bus. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que ça nous permet vraiment de se faufiler, comme disait tout à l'heure Christophe, avec ses 23 minutes. Et quand on prend le vélo le matin, à moins qu'il nous arrive un souci de crevaison ou autre, on sait le temps que l'on va mettre. Et contrairement aux voitures, en voiture où parfois on doit partir une demi-heure de plus tôt pour éviter les bouchons et tout ça. Et c'est vrai que ce qu'on a dit depuis le début, il faut malgré tout avoir des infrastructures, puisqu'il y aura toujours quand même une insécurité. Et puis, donc il faut vraiment augmenter les pistes cyclables, énormément aussi les entretenir, parce que malheureusement dans certaines communes de notre région, il y a des pistes cyclables mais qui ne sont pas entretenues, donc elles ne sont pas praticables, parce que sinon vous crevez tous les 3 minutes. Et c'est vrai, c'est très important de faciliter la cyclabilité dans les villes, mais surtout, il faut aussi que les cyclistes respectent le code de la route. C'est un partage de la route, donc il faut partager avec les piétons, les voitures, les bus. Il faut être attentiste et il faut vraiment, je veux dire, avoir un comportement respectueux aussi envers les autres usagers. D'ailleurs, le vélo est assujetti aux règles du code de la route. Et par contre, effectivement, il peut circuler aussi avec des piétons, donc c'est un peu sa différence. Marjorie, c'est quoi une vie à vélo? Une vie à vélo, c'est un gain de temps, c'est avoir toujours la banane. Parce que en fait, quand on est à vélo, on n'est pas cloisonné comme dans une automobile, on a l'esprit un peu plus libre, ça nous permet de réfléchir, ça nous permet aussi de découvrir sa vie, parce que parfois vous-même vous le faites quand vous êtes à pied, en piéton, vous dites tiens, mais je ne m'étais jamais rendu compte qu'il y avait ce Porsche magnifique. Non, quand vous êtes en voiture, vous êtes cloisonné, il y a l'habitacle, et puis vous êtes énormément concentré, et puis il n'y a plus cette incidence d'embouteillage, donc vous n'avez plus ce stress. Moi, depuis très longtemps, je fais du vélo, donc sur les routes, etc. Donc je n'ai pas la crainte de l'automobiliste, mais bien entendu, c'est pas parce qu'on ne craint pas qu'il ne faut pas faire attention. Donc c'est vraiment très important aussi de faire attention, de mettre en place aussi les équipements qui nous augmentent notre visibilité, le port du casque, etc. Donc c'est super. Moi, le vélo ne remplace pas tout, ne répond pas forcément à tous nos besoins de déplacement, mais il répond vraiment, pour ma part, à une grande partie de mes déplacements, parce que là où j'habite, malheureusement, les transports en commun font défaut. Le maillage n'est pas bien réfléchi, ce qui fait que j'ai beaucoup plus de rapidité à me déplacer en vélo ou à pied qu'en prenant les transports en commun. Alors pour revenir à Clean Energy Planet, quelles sont vos perspectives et quelle ville vous souhaiteriez équiper? Alors nous, actuellement,
comme je disais, on travaille beaucoup avec les entreprises et les collectivités. En France, c'est beaucoup un usage interne, c'est des petits projets pour vraiment initier la mobilité. Et ce qui fait que là, on a plus un développement vers l'international. Parce qu'on est de plus en plus, grâce à notre expertise et puis nos implantations, sollicités par des villes étrangères qui souhaitent mettre en place du vélo électrique, mais là en libre service, des plus grands projets. Et c'est vrai que bien que les communes françaises de plus en plus sont ouvertes à l'utilisation de vélos électriques, elles ont quand même, ou du vélo en libre service, hein, elles sont parfois un petit peu encore frileuses à cette nouvelle technologie, même comme ce que propose Advance Solar, mettre du solaire. Pour certaines, elles ne voient pas encore l'utilité du solaire, de tout ce qui est smart green ou autre. Et parfois, la technologie, l'innovation fait encore peur. Et c'est pour ça qu'on continue à travailler, bien entendu, avec des entreprises et collectivités en France, mais notre plus gros développement depuis l'année dernière se passe à l'international. Alors, si tu devais passer un message aux villes concernant le vélo électrique en libre service, ce serait lequel? Alors, que ça soit vélo électrique ou vélo. Voilà, je veux dire, comme on a dit tout à l'heure, parfois l'assistance électrique n'est pas nécessaire. L'utilisation du vélo électrique ou du vélo normal, c'est vraiment un mode de déplacement qui n'est plus pour juste le touriste, juste pour faire du sport. C'est vraiment un outil de déplacement. D'ailleurs, on a de plus en plus maintenant de vélos qui sont adaptés pour justement ces déplacements domicile-travail avec des accessoires, des sacoches ou autres pour faciliter. Et ce qui est très important, c'est d'avoir une réflexion sur les autres offres de transport déjà existantes. Faire vraiment un maillage avec les transports en commun, les voitures en libre service, électriques ou autres, pour pouvoir faciliter le dernier kilomètre ou le premier kilomètre. Malheureusement, actuellement, en France, il y a encore des difficultés à mettre cela en place. Il y a certaines villes qui refusent toujours que le cycliste monte avec son vélo dans le bus. Donc il y a aussi ce changement de mentalité à faire. Et c'est vrai que c'est très important de proposer à l'instant T différents modes de déplacement. Il faut que l'usager ne se pose plus la question mince, j'arrive à tel endroit, comment je vais pour me déplacer? Ne te pose plus la question, tu as les vélos, tu as la voiture, tu as le bus, il n'y a aucun souci. Après tu as les jambes aussi, suivant où c'est. Et bien entendu, faciliter l'utilisation du vélo en essayant de trouver des solutions au fléau du vandalisme et des vols, en proposant des consignes autour des gares ou d'autres endroits pour que les gens, lorsqu'ils reviennent de Monaco ou autre, en TER, ils ont toujours leur vélo et qu'ils ne se retrouvent pas à 21h30 à la gare sans vélo ou avec un vélo sans selle, parce que bon, à un moment c'est plus trop pratique. Voilà, donc voilà notre point de vue. Et pour les populations, ce serait quoi ton message? Alors, le vélo, c'est super, c'est... Comment? Même sans selle. Ouais, ça peut aussi être plaisant même sans selle. Hein. C'est que, en fait, il faut... L'avantage du vélo, c'est un gain de temps, c'est une culture, c'est une façon de voir la vie autrement, c'est un partage, puisqu'on partage la route. C'est aussi, surtout, ce qui est très important, c'est de pouvoir en fait être libre et se déplacer à n'importe quel moment et de ne pas devoir regarder l'heure en se disant mince, il faut absolument que je cours parce que sinon je vais rater mon bus et c'est le dernier bus. Voilà, c'est vraiment de pouvoir se déplacer à tout moment. Comme je l'ai dit auparavant, le vélo, ce n'est pas la seule façon de se déplacer, c'est pas le seul mode de déplacement, ça ne répond pas à tous nos besoins. Mais c'est vraiment un autre avantage aussi, c'est que plus il y aura de vélos et plus il y aura de covoitureurs, puisqu'il n'y aura plus la question à se poser, tiens, comment je peux me déplacer entre midi et 2, parce que j'ai mon covoitureur qui est bloqué avec sa voiture à une conférence ou autre. Ça aussi augmentera l'utilisation des bus et du coup ça fluidifiera les villes et
ça sera tout un bien au niveau pollution sonore, pollution des particules fines ou autre. C'est vrai qu'avec les stations d'autopartage aussi, on peut vivre sans moyen de transport à soi finalement. Là, il n'y a plus forcément de possession, il y a les stations de vélo, il y a les locations de voitures en station d'autopartage, donc ça apporte quand même une bonne liberté. Ben, il y a une étude qui a été faite sur justement Paris, grâce à tous les quand même, modes de transport maintenant qui sont proposés. Un couple sur 3 n'a plus de voiture. En fait, plus d'utilité de voiture. Voilà, et n'achètent même plus de voiture et ils les louent. Voilà. Donc, comment? C'est pas mal déjà desservi par métro. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas trop l'impact de... Mais c'est le maillage en fait, c'est à la fois tout le transport de bus qui est mis en place, c'est aussi tout ce qui est le libre, les voitures aussi en libre service, c'est tout ce qui est aussi le métro, et c'est ce maillage-là qui fait que l'usager à n'importe quel moment peut prendre différents modes de transport. J'ai un colis, je peux prendre une voiture en libre service, je suis un peu fatiguée, j'ai pas envie forcément de marcher, ben, j'ai un vélo qui m'emmène jusqu'à la prochaine station de métro. Voilà. Donc c'est ça qui est très important, c'est cette interconnexion entre les différents modes de transport. Et si par la suite on peut les rendre de plus en plus autonomes en énergie, ça sera encore mieux. Merci Marjorie. J'ai des questions. Pardon, c'est moi. J'avais pas de questions, donc je n'en ai posé que 2. Je voulais juste, par curiosité, parce qu'en fait vous avez évoqué des expériences dans différentes villes, celle de Sofia où je suis m'a interpellée. Donc s'il n'y a plus le frein de la sécurité, puisque vous avez des étudiants, etc., donc le retour d'expérience c'est qu'il n'y a plus de frein de sécurité, mais il n'y avait pas assez de bornes. Alors qu'est-ce qu'il en est du projet des véhicules électriques sur Sofia, et quels sont les autres freins? Parce que là on parle des usagers et tout ça, mais du coup, pour qu'il y ait des infrastructures physiques, quels sont les autres freins, ou alors est-ce que c'est en place? Non, je suis pas au courant, bien qu'il soit à côté du ski. Donc je pense que c'est pas en place. Alors, quels sont les freins pour que ça avance, et puis qu'il y ait d'autres bornes, puisqu'apparemment il voulait d'autres bornes? Alors en fait, ce qui s'est passé suite à cette expérimentation, là, on avait présenté donc, les résultats de l'expérimentation à la région, l'objectif de cet appel à projet, c'était de proposer une solution qui allait être par la suite réplicable. Et nous avions monté un projet de la suite, implanté sur une dizaine de sites, dont Amadeus, Orange, Schema, etc. Des vélos électriques en libre service qui allaient répondre à la rupture que l'on a actuellement au niveau des transports des bus. Le souci que nous avons eu, c'est que nous étions en pleine période électorale, donc nous n'avons pas eu de porteur de projet. Là, actuellement, la CASA travaille fortement sur son bus à haut niveau de service et a mis de côté tout ce qui est le dernier kilomètre et les deux. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment une volonté. Là, c'est une volonté politique. Par la suite, il y a de plus en plus maintenant d'entreprises qui, sur Sofia, font des choses en interne. Mais le problème, c'est que chacun fait ses implantations de son côté et ils ne se mettent pas autour d'une table, ils ne se concertent pas pour faire un projet global. Voilà. Donc il y a des solutions qui existent chez Amadeus, comme il y a des vélos électriques aussi à l'ADEME, il y en a aussi à Orange, je crois qu'il y en a aussi à Thales. Donc en fait chaque entreprise essaie de proposer une solution à ses salariés, mais il n'y a pas une mutualisation du projet. Et l'autre aussi problème que nous avons sur le bassin de Sofia Antipolis, c'est qu'il y a différents ce qu'on appelle AOT, les autorités organisatrices des transports, et c'est très difficile de tous les mettre autour d'une table pour bâtir un projet commun. Donc on espère que une fois que le bus à haut niveau de service sera installé, qu'il y aura par la suite une réflexion sur les véhicules électriques et les deux roues électriques, parce qu'ils ont un projet aussi d'agrandir le nombre de pistes cyclables, mais pour l'instant tout leur budget financier est mis dans le bus.